Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors, il y en aura 3 que je vais tourner dans la même journée, mais qui se suivront au niveau publication, donc ça devrait aller. Comme vous avez peut-être vu, j'ai mis la robe qui va pour le 31 octobre. Et donc aujourd'hui, on va faire le bilan du mois d'octobre du challenge Pumpkin Autumn Challenge. Donc en fait, il n'y a pas eu de date ce mois-ci parce que j'ai pas eu le temps avec le déménagement, tout ça. Donc il y aura ce bilan Pumpkin Autumn Challenge qui va parler que de mes lectures du Pumpkin. Et ensuite, il y aura un update lecture octobre sur tous les autres livres que j'ai lus durant ce mois-ci. Parce que ce mois-ci, j'ai lu 58 livres. Une bonne partie sont pour le Pumpkin, mais beaucoup d'autres pas du tout. Cependant, il y a beaucoup de BD, donc voilà, j'ai pris le parti de faire 2 vidéos bilan pour éviter de faire des vidéos trop longues. Donc, nous allons commencer avec, toujours pareil, le premier menu, automne frissonnant, avec la première sous-catégorie, dont les mots-clés étaient Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes et comédie. Donc, c'est 2 livres numériques. Donc, pour le mot-clé Halloween, j'ai mis Mort de citrouille, c'est Horribilus. Donc, c'était un service presse numérique que j'avais beaucoup aimé que j'ai eu grâce à la plateforme Simplement Pro. Donc c'était un roman jeunesse horrifique, vraiment très sympa, très dynamique, voilà, roman jeunesse d'horreur que j'aime beaucoup, avec une particularité, avec des citrouilles, avec des enfants qui vont vivre de terribles aventures. Ça va prendre par paragraphe des formes de journal intime, où l'héroïne va directement parler, et puis ensuite ça sera narré autrement. Mais voilà, c'était un livre très très plaisant. Il y a aussi Effroyable journaliste, donc Maddy qui l'a lu et qui le conseille à foison parce qu'elle aussi elle avait beaucoup aimé. Donc voilà, si vous cherchez des romans jeunesse horreur, ça peut très bien le faire. Ensuite, pour le mot-clé fantôme, j'ai lu le 3e tome de Cassidy Blake. Très très heureuse d'avoir fini cette trilogie, mais aussi très triste parce que je m'étais beaucoup attachée à l'ambiance, au personnage aussi de Cassidy, et puis à tout ce qu'elle entreprend. C'est quand même un 3e tome qui est beaucoup plus sombre que les 2 premiers. C'est dans la Nouvelle-Orléans, avec une histoire un peu plus sombre, parce que la mort va directement pourchasser Cassidy, parce que voilà, c'est une énormité, une erreur qu'elle soit ici, et puis voilà, ça va être vraiment une aventure très trépidante. Peut-être le seul bémol que j'aurais envie de soulever, c'est que j'aurais aimé que Cassidy fasse part de tout ça à ses parents, que les parents prennent une place un peu plus active, parce que là, ils sont un peu plus en arrière-plan, ils vont faire leur business de leur côté, et Cassidy le sien de l'autre. Et étant donné que les parents ont quand même des connaissances en paranormal, surtout la maman, j'aurais espéré que ça se termine autrement. Même si au final ça clôture très bien, mais voilà, la relation de parent-enfant, j'aurais aimé qu'elle tourne différemment, donc c'est peut-être le seul bémol. Mais c'est vraiment une trilogie horreur que je conseille fortement, même en bibliothèque, du coup elle fait partie de ma sélection pour Halloween. Et voilà, c'est vraiment une trilogie vraiment top. Le 1er tome, je sais toujours plus où ça se passe, c'est fou, alors que j'en ai parlé au club lecture. Le 2e tome se passe à Paris, dans les catacombes, et du coup ici on est dans la Nouvelle-Orléans. Et voilà, alors le 1er tome se passe en Écosse. Et voilà, la Nouvelle-Orléans, j'ai beaucoup aimé me balader dans ces rues où il y a beaucoup la présence d'esprit, de mort, mais aussi de vie, avec beaucoup de références au jazz. Voilà, avec les rues, avec la Nouvelle-Orléans a été bâtie et redétruite plusieurs fois au cours de son histoire, donc c'était historiquement parlant vraiment super intéressant. Et je me suis posé la question de savoir si ce que sortaient les parents comme anecdote était vrai ou pas. Donc ça, je me pencherai en faisant des recherches, juste par curiosité, pour savoir si les faits historiques cités sont vraiment réels ou non. Ensuite, on passe directement à la 2e catégorie, fenêtre cassée, porte ouverte, avec le mot-clé suspense. Je devais lire Scary Stories en septembre, mais je ne l'ai pas lu. Je vous laisserai voir pourquoi en barre d'infos, je mettrai le lien. Mais à la place, du coup, j'ai lu Le secret de Lost Lake.
C'était un livre qui me faisait envie depuis très très longtemps et concours de circonstances, en parlant avec ma jeune adhérente, avec qui on partage énormément, et ben elle l'avait chez elle, elle l'avait emporté lors d'un club lecture et puis au final ben, c'est moi qui suis partie avec après le club. Et du coup je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé, ça parle de la relation entre sœurs, ça parle aussi beaucoup de relations familiales parce que la jeune héroïne va trouver un livre un petit peu bizarre dans une nouvelle bibliothèque d'une nouvelle ville, ils viennent de déménager. Et elle va se rendre compte que ce livre raconte une histoire qui paraît beaucoup plus réelle que ce qu'elle imaginait en ouvrant ce livre. Et ça va être des passages présents, passés, et avec beaucoup de parallèles entre les deux histoires, donc l'histoire de notre héroïne et l'histoire qui se passe dans le passé. Et j'ai beaucoup été touchée parce que ces relations entre sœurs m'ont beaucoup parlé. Vraiment beaucoup, et donc du coup je me suis vraiment imprégnée dans cette histoire. En plus l'ambiance était vraiment oppressante, très sombre, triste, enfin ouais c'était une ambiance particulière mais une ambiance parfaite pour l'automne. Et en plus il était pas très long, ça faisait à peu près 250 pages, donc vraiment c'était une lecture parfaite. J'ai rien de plus à dire, vraiment très très bonne. Ensuite, toujours dans la même catégorie, pour le mot-clé thriller, j'ai lu Halloween Night de Alexia O'Bank, au format numérique aussi. Donc là, on est dans de l'histoire horreur pure et dure, avec, écoutez, une histoire auquel je ne m'attendais point, parce qu'il y a beaucoup de scènes explicites, ce qui n'était pas, je crois, indiqué dans le résumé, donc je préfère vous prévenir. Donc ça va être une bande de potes de lycéens qui vont décidé de partir un week-end dans un chalet, un petit peu voilà le genre d'intrigue très classique. C'était vraiment sympa, j'ai vraiment bien aimé, ça a très bien fait son effet, avec des poupées très très cheloues, avec une secte très chelou aussi. Et voilà, pour moi c'était une très bonne histoire. Vraiment le type de film d'horreur un petit peu basique que l'on voit un peu de partout. Donc voilà, c'était une très très bonne histoire d'horreur, avec quelques scènes voilà, où ce sont des jeunes qui se découvrent, qui essayent de faire des nouveaux trucs et tout. Bon, même si parfois c'était pas forcément nécessaire parce que c'était pas trop dans le thème, mais en vrai c'est la vie aussi, je veux dire... ça existe tout le temps, que des jeunes partent en week-end et qu'il se passe des trucs. Bon voilà, c'était une très très bonne histoire d'horreur avec ces poupées très flippantes, des tempêtes mystérieuses, des voitures qui tombent en panne, pas de réseau, pas de lumière, bon voilà, le schéma classique mais efficace. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Maiko et la forêt enchantée. Donc, très très bonne histoire aussi. Donc, c'est toujours le format BD roman. Le mixte que j'aime bien. Là, on va un petit peu plus découvrir Maiko qui va devoir se débrouiller toute seule. Donc, le personnage va évoluer et ça va être beaucoup plus sympa de la suivre. Ça va être une histoire cependant un peu plus sombre que le premier. Quoique, oui, plus sombre quand même, plus sombre. Donc voilà, c'était vraiment très très sympa aussi, toujours aussi agréable de lire cette collection. Et puis vous verrez que dans le book haul, le premier book haul que je fais depuis des années, voire des mois, que je me suis procuré un autre livre de cette même collection, pas du tout sur le même sujet, mais du coup voilà, j'aime vraiment d'amour cette collection. Ensuite, nous passons les différentes catégories, nous allons directement dans le deuxième menu avec Automne, douceur de vivre. Alors, il faut juste que je trouve le livre, parce que voyez-vous, cette pile de livres, c'est ce dont je dois vous parler, et encore, il y en a... C'est pas tout pour le pumpkin, c'est les lectures d'octobre, et il y en a qui sont pas dedans parce que c'était des emprunts, et celui dont je dois vous parler maintenant est évidemment tout en dessous de la pile. Il est où? Je l'ai déjà rangé? Je l'ai déjà rangé. Donc à la base, ce livre n'était pas du tout prévu dans la palle. C'était une occasion qui se présentait. J'avais beaucoup avancé dans mes lectures d'octobre, je venais de le recevoir, donc je me suis dit pourquoi pas le caler dans le pumpkin. Et donc du coup, ça sera pour le mot-clé automne. Et donc j'ai lu Humanimol de Amy Le Tertre, chez Wiz, Albin Michel. Donc c'est un livre qui me faisait énormément envie, j'en voyais énormément parler sur tous les réseaux, l'autrice en faisait une très très jolie promo, et ce livre avait tout pour me plaire du coup.
On est sur une société après le grand zéro, donc après on va dire un grand renouveau sur Terre, et les animaux ont évolué et ils sont devenus des animaux, mais se comportant comme des humains, donc des humanimoles. Les humains purs et durs, eux, sont réduits un petit peu à l'esclavage. J'ai bien aimé cette histoire, parce que vraiment le pitch a vraiment tout pour me plaire, hein. Mais c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose en fait dans ce premier tome. Alors je me dis que c'est un premier tome, donc ils mettent les choses en place, etc. Enfin, elle met les choses en place et tout ça. Mais il se passe pas grand-chose dedans et on nous dit tout et rien à la fois. Donc j'étais un petit peu perplexe parce que c'est vrai que bon, il est pas énorme, hein, faut pas se leurrer. 300 pages. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me disais, bon, ça serait bien qu'il se passe quelque chose, parce que il y a une partie du roman où vraiment pendant 5-6 chapitres, ça va être la même rengaine, ça va être les mêmes pensées de l'héroïne, ça va être les mêmes réflexions, les mêmes actions. Elle se répète énormément, les fins de chapitre, elle va se dire quelque chose en tête, et puis le chapitre va recommencer en disant les mêmes choses que ce qu'elle a dit dans le précédent chapitre, donc ça avançait pas vraiment. Et je lirai quand même le tome 2, je lirai la suite, enfin, j'espère qu'en tout cas le tome 2 sera meilleur, mais c'est vrai qu'il se passait pas grand chose, et puis on nous laisse en plein cliffhanger en fait, et au final quand on ferme le livre, on se dit on est parti d'un point A, et au final on est très très loin du point B, parce qu'il n'y a pas vraiment d'aboutissement, et en gros elle devait partir de quelque part, et la première moitié du roman, elle est toujours au point A. Après, elle commence un petit peu à être en transition. Et puis, au final, elle arrive là où elle doit aller, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autre action, il n'y a pas énormément de choses. Il y a énormément de choses, de questions qui se soulèvent au moment où elle arrive au nouvel endroit où elle va. Il y a énormément de choses qui se passent, de révélations, de questions, d'actions, un petit peu qui sortent de nulle part. Et on nous laisse sur ça. Donc voilà, c'est quand même une histoire qui me plaît, mais de manière concrète, il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, j'étais un petit peu déçue, parce que j'en attendais vraiment beaucoup. Et voilà. Après, autre chose un petit peu qui m'a chafouiné, c'est que le côté graphique n'est pas super exploité. On nous lâche une superbe illustration en plein milieu du roman, mais après on nous en met plus d'autres. Et du coup, ça m'a laissé sur ma faim. Je me dis, mais c'est un univers tellement bien construit, avec plein de bonnes idées, ça mériterait qu'elle soit beaucoup plus illustrée pour qu'on ait vraiment une idée précise de ce que l'autrice a voulu créer. Donc je vais vous montrer l'illustration vraiment qui m'a fait baver, qui m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est pareil, enfin, les choses venaient très très tard dans l'histoire. Je la retrouve plus. Pourquoi je la retrouve plus, dis donc? C'est quand elle arrive à l'endroit précis qu'elle voit la chose devant ses yeux. Ah, elle est là. Voilà. Voilà, ça donne super envie, mais c'est la seule illustration pleine page qu'on ait. Et voilà. Donc voilà, une petite déception, mais je vais quand même lire la suite parce que elle est quand même prometteuse. Voilà, elle est très prometteuse. Pour ce menu, on passe à la troisième catégorie qui est CAD. Je suis contente d'être tombée de cet arbre. Nous allons parler, alors j'avais mis pour BD, mais il y a quelques planches de BD, mais c'est pas une BD vraiment pure et dure. C'est Magic Animals, donc je vais vous les prendre aussi, ça m'évitera de faire 36 incrustations d'images. Donc Magic Animals, on est sur des premiers romans avec quelques planches de BD. Donc Magic Animals, voilà, c'est une série pour l'instant de 4 livres, je les complète. Le 4e tome étant sorti le 2 octobre, donc voilà, j'étais dans le thème. Le 4e étant celui-ci. Donc 4e, 3e, 2e et 1er. Donc ce sont des petits livres à 9,95 € qui franchement valent le coup pour le prix. Si vous aimez les petites aventures. Là, on est à peu près dans le même thème qu'Humanimals juste précédemment, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont se découvrir le pouvoir, enfin, plutôt des animaux qui se sont découverts le pouvoir de se transformer en humains après une mystérieuse nuit d'orage. Et ensuite, ils vont avoir le pouvoir de soit rester en humain, soit en animaux, soit en mix des deux. Et voilà, c'était vraiment très sympa. Donc, on va avoir différents animaux.
que vous voyez juste ici. On a une salamandre, on a un chat, un loup, un oiseau et un ours. Donc, vraiment très très bien. Au niveau de l'intérieur, non, en fait, c'est vraiment... C'est de la BD ou pas? Oui, il y a de la BD dedans. Bah alors, elle va me faire mentir. Voilà. Il y a des planches de BD dedans aussi, donc si, ça le fait. Voilà. C'est une des premiers romans vraiment super agréable pour vos enfants, très très bien illustré, très aéré au niveau de l'écriture. Voilà, c'est vraiment vraiment génial, j'ai trouvé. Un peu répétitif, mais parce que forcément je les ai lus à la chaîne, ce que je n'aurais pas dû faire, parce que forcément quand on a lu le tome 1 et tout, donc c'est tout nouveau, c'est parfait. Et après, quand on lit le tome 2, 3 et 4, et ben en fait, vu que ce sont des tomes qui peuvent se lire indépendamment, et ben à chaque début de tome, ils vont refaire un peu le topo de l'histoire complète, originale, on va dire. Donc vous expliquez qui ils sont, pourquoi ils sont comme ça, etc. Ça prend pas énormément de pages, en général c'est l'histoire du premier chapitre et après on embraye sur une nouvelle histoire. Mais du coup voilà, c'était juste ce petit côté répétitif, mais ça c'est de mon fait et voilà. Et puis en vrai c'est sympa de faire ça parce que du coup ça peut se lire vraiment dans l'ordre qu'on veut. Donc voilà. C'est vraiment super bien. Ça va crescendo niveau frisson et niveau obscur. Il y a quelques parfois pas des incohérences, mais des petits trucs où je dis c'est pas normal ça. Entre les enfants, mais bon, ce sont des enfants, donc ils savent pas trop, je pense, encore gérer leurs émotions, leurs choses, tout ça. Mais voilà, c'est parce qu'en fait, il y a une élève parmi leur école qui est un peu méchante, et malgré tout, ben, ils font pas grand-chose pour l'arrêter, quoi. Et puis, ils se plaignent, et puis voilà. Mais bon, c'est peut-être rien du tout. Hein. Mais en tout cas, c'était vraiment très très bien. Je vais me régaler à tout ranger après. Ensuite, j'avais prévu pour le mot-clé santé mentale le rituel. Je l'ai abandonné, je l'avais commencé. Hein. Je l'ai abandonné parce que j'ai pas aimé du tout la plume. Vraiment, j'ai pas accroché, c'était très long. Ça partait un peu dans tous les sens niveau description. Enfin, vraiment, c'était... Cette plume n'était pas faite pour moi, donc je l'ai abandonnée. Ensuite, dernière catégorie de ce menu, il s'agit de « Je crois n'avoir songé qu'à vous seul ». Et pour le mot-clé classique, j'ai mis Harry Potter 6. Donc là, ça va être l'effondrement de la tour ou pas, je ne sais pas. Ouais. Ça va, il n'y en a qu'un seul. Donc, voilà, dans mon objectif de relire les Harry Potter, j'ai lu le tome 6 ce mois-ci. Donc, il me reste le tome 7 là. Je pense que je vais l'attaquer en vrai la semaine prochaine. Comme ça, après, je suis pas débarrassée, mais je sais que ça va être une lecture longue. Donc, au moins, j'ai pas le stress vu qu'on part fin novembre. Donc, ce 6e tome, alors, très bien aussi. C'est un peu, en fait, c'est un peu comme dans... Non, un peu comme dans tous les autres tomes, ça va être un petit peu le même topo dans le sens où parfois, on n'a pas besoin de savoir autant de choses, niveau descriptif, niveau seconde, tertiaire, intrigue. Mais que c'est quand même génial, hein, vraiment génial. C'est vrai que j'avais un peu hâte que les choses vraiment s'activent un peu. Bon, après, je compare au film, c'est pas bon, mais bon, que voulez-vous, j'ai grandi avec les films et pas avec les livres, donc j'ai une approche différente. Mais c'est vrai que j'avais hâte un peu que ça se passe, que les choses arrivent un peu plus vite. Mais voilà, c'était vraiment très très bien. Évidemment, le départ de Dumbledore m'a autant brisé le cœur dans le livre que dans le film. Bien que, il y a quelque chose quand même qui m'a assez peiné, c'est que dans le film, quand Dumbledore part, eh ben, il y a vraiment quelque chose d'émotif, il y a un hommage avec les baguettes, il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Et là, c'est passé trop vite, en fait. Il est parti, un peu chacun a pleuré, et puis après, ils sont partis faire autre chose, quoi. Ils ont parlé directement d'autre chose, enfin... vraiment, j'ai pas senti cette tristesse, quoi, vraiment. Moi, j'ai eu de la peine, mais chez les personnages, j'ai pas ressenti de tristesse. Et du coup, j'étais un petit peu déçue de ce côté émotionnel-là qui m'a manqué. Alors que, par exemple, pour d'autres trucs, d'autres événements un petit peu plus, on s'en fout un peu, et ben là, ils en font des tonnes niveau émotion. Donc voilà, c'était un petit peu dommage, ce passage-là, qu'il soit pas plus émotif que ça. Parce que concrètement, dans le film, à chaque fois que je le regarde et qu'il se passe ça, je chiale
vraiment tout le temps. Parce qu'en plus, il y a la musique, il y a vraiment toute une ambiance, quoi. Il y a tout un hommage, les baguettes qui se lèvent et tout ça. Et là, vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, Dumbledore, il part. Harry, il fait un malaise, il va à l'infirmerie. Hagrid, il arrive, il dit c'est bon, je vais l'enterrer. Et terminé. Enfin voilà quoi, c'était l'enterrement, il se fait très vite aussi. Enfin, c'était bizarre. C'était vraiment très bizarre. Voilà. Mais c'est toujours aussi bon, hein. C'est vraiment toujours aussi bon. Par contre, il y a un truc que j'ai vraiment kiffé. C'est que Dumbledore, il explique vachement plus de choses que dans le film au sujet de la jeunesse de Voldemort. Et ça, je m'en souvenais pas. Parce que du coup, avant que Harry aille voir Slughorn pour lui piquer le fameux souvenir que Dumbledore veut dans le film, Dumbledore partage avec lui de nombreux souvenirs avant, ce qui fait qu'on apprend énormément de choses sur Tom Jedusor. Et ça, j'ai beaucoup aimé du coup. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était peut-être le gros point positif dans le presse de Sans Mêler, c'est que vraiment, on va au fond des choses avec Tom Jedusor et j'ai bien aimé. Voilà. Voilà, hein. Qu'est-ce que dire de plus? Mais j'aime toujours autant. C'est vrai que j'avais plus trop de souvenirs de ce que j'avais pensé du Prince de Sang Mêlé et des reliques. Donc pour l'instant, c'est vraiment très très bien. Mieux que la Coupe de Feu. Ensuite, pour automne crépusculaire, la première sous-catégorie, le règne des phalènes. Donc j'avais mis pour le mot-clé vie. Et j'avais mis Sarah Normal, le tome 3. Il est là. Encore. Bon, je vais le mettre là. Bon, c'est pas le 3, mais ça fera office 2. De toute façon, c'est la même série. Donc, j'ai lu Sarah Normal, le tome 3. Sarah Normal, du coup, j'ai fait un petit peu une grosse passerelle parce qu'en fait, j'avais lu le tome 1 en physique et puis je me suis dit, putain, c'est bien, c'est très bien. Donc, je me suis acheté la collection sur Vinted, sauf que sur Vinted, je n'avais pas vu que ce n'était pas spécifié que le tome 2 n'y était pas. Donc, en fait, j'ai le tome 1, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas le 2. Bon, soit dit en passant, je me suis dit, bon, je tente, je lis le 3, je vois si ça passe sans avoir lu le 2. Franchement, oui. Voilà, je me suis pas sentie perdue ni rien, parce que pareil, ils font un petit récap en début de livre. Donc voilà, c'était très sympa. Donc Sarah Normal, c'est Sarah qui va déménager dans une maison un petit peu bancale avec son père et une prétendue médium. Sarah se découvre le don de voir les fantômes. Le premier tome va être assez flippant parce que la manière dont elle va découvrir ce don-là va se passer un petit peu brusque, donc avec des fantômes pas très sympas. Mais voilà, c'est des histoires qui sont vraiment courtes, 150 pages, c'est vraiment parfait pour Halloween, pour les petits. Et puis, ils sont pas très excessifs non plus, hein. Mais voilà, c'est vraiment des petites enquêtes. À chaque fois, elle rencontre des nouveaux fantômes et elle doit les aider, bien qu'il y a aussi quelques intrigues secondaires avec ses amis, son père, la nouvelle médium, etc. Il y a des intrigues secondaires, on va dire des intrigues normales pour une jeune fille de son âge. Et puis, il y a le côté enquête paranormale qui est vraiment très sympa. Là, ça fait pas partie de mes priorités pour lire la suite, mais je j'ai déjà préparé une petite pile de romans courts de ce type pour le petit mois petite lecture en mois de février. Ça commence déjà à faire un bon nombre, mais voilà, le petit mois petite lecture est déjà bien entamé et superbement trouvé pour finir cette saga. Ensuite, pour le mot-clé magie, j'avais mis Abracadabra, le tome 1 et 2. C'est un livre qui a été coécrit avec Marc-Antoine, le fameux magicien humoriste. J'ai commencé le tome 1, en plus je m'étais acheté le tome 2 d'occasion, parce que je m'étais dit que ça allait être super bien et tout, et puis au final un petit peu déçu, un petit peu lourdingue, pas mon style d'humour, je m'attendais pas trop à ça. Je m'attendais vraiment à une école de magie, tout ça et tout, mais l'humour un peu lourd a pris trop le dessus et du coup j'ai pas du tout accroché, donc c'est parti à Recycle Livre.
Ensuite, pour la sous-catégorie voyageuse contemplant une mer d'étoiles, j'avais mis pour le mot-clé romantisme la voleuse de magie de Audrey Véro. Donc là, vous verrez sur Instagram directement ma chronique. On va faire un petit coup de suspense. Mais c'était une histoire fantasy que j'ai bien aimée. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Ensuite, pour la même sous-catégorie, pour le mot cauchemar, j'avais mis le bureau des histoires étranges. Donc là, on est sur... alors, ils sont là, voilà. Donc là, c'était 2 nouvelles sorties au 2 octobre. Donc c'était parfait, hein, c'était pile dans le time. Donc le bureau des histoires étranges, c'est vraiment une partie de plaisir, cette collection Frisson. On est sur plusieurs histoires différentes et j'en avais déjà parlé dans ma vidéo top 5 Frissons. J'avais un peu plus parlé de cette collection. Mais là, du coup, on est dans une histoire. Ici, le secret Hillcrest. On va suivre 2 enfants qui vivent dans ce manoir, le manoir Hillcrest, où c'est un petit peu géré à la dure, comme dans les anciens temps, avec des procédés vraiment très compliqués, parfois un petit peu trop bizarres, jusqu'à que l'un des deux se réveille un petit peu de cette manigance, enfin de cette ambiance, et se pose un peu plus de questions. Et il va trouver réponse à sa question et c'est totalement inattendu. C'est un très très beau retournement de situation, un plot twist. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça part vraiment après dans des trucs beaucoup plus psychologiques parce que en fait ce manoir est dirigé par des gros tarés. Voilà, très sympa. Et celui-ci, le cinéma de l'horreur. Là, on est dans une histoire un petit peu plus frissonnante, mais il m'a moins fait frissonner que celui-là. Parce que là, c'est dans un huis clos, c'est des trucs un petit peu chelous. Là, on est dans une histoire un petit peu plus fantastique, donc ça dépend après la sensibilité de chacun. Mais là, c'est un petit garçon qui va trouver dans le grenier un carton avec une affiche d'un film d'horreur. Sauf que quand il fait des recherches, en étant fan, il fait des recherches, il essaie de savoir ce qu'est ce film, sauf qu'il ne trouve aucune information sur ce film. Et en fait, il va se révéler que cette affiche possède des capacités surnaturelles très flippantes. Et donc du coup, ce personnage-là va faire partie prenante de l'histoire. Et voilà, c'est vraiment très sympa. Voilà, c'était très très sympa. Ce sont des petits livres aussi, bon, il n'y a pas vraiment de taille précise, hein, ça va de 140 pages parfois à 180, voire 200 pour le grenier, un peu plus de 200. Mais voilà, c'est vraiment très 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 bien pour les mois d'octobre, pour les mois d'automne aussi, tout simplement. Voilà, j'espère que en tout cas cette série ne se tarira pas, parce que là, ils sont à 7 tomes. À 7 tomes que vous voyez là. Je les ai tous lus et aucun ne m'a déçu, c'était très très bien. Ensuite, il m'en reste 2 à vous présenter. Donc là, on va dans la 4e sous-catégorie de l'automne crépusculaire, avec le crépuscule décide et le mot crépuscule. Et je vous le donne en 1000, le nom des romans s'appelle Casse Crépuscule. Voilà, on peut pas faire mieux, le crépuscule décide, automne crépusculaire, le mot-clé crépuscule, le roman Casse Crépuscule. Donc ça, c'était vraiment très très chouette. Donc on est avec Cassandra alias Cass, qui vit dans un manoir avec plein d'autres créatures fantastiques, hein, vampires, zombies, fantômes, je vous en passe. Et elle va être persuadée qu'elle est une fée. Et en fait, le premier tome, donc celui-ci, va vraiment porter sur la quête d'identité de Cass. Bien sûr, avec des petits moments rocambolesques, parce que ce manoir va attirer de la foule, sauf que ces habitants-là ne veulent pas que des humains viennent les embêter, faire des expériences, des urbex, tout ce que vous voulez. Et donc du coup, il va y avoir des moments un petit peu cocasses où ils vont essayer de faire peur aux gens qui viennent les embêter. Donc voilà, on a de l'humour, on a une très très belle quête d'identité, belle dans le sens où ça va être très dans l'émotion, ça va être plutôt positif en soi. Enfin, c'était vraiment très harmonieux ce roman-là, c'était vraiment très très sympa. Et là du coup, dans le tome 2, on est beaucoup plus dans l'humour, je trouve. Donc là, le tome 2, ça va se passer à Noël. Je me suis tâtée, parce que du coup, là, ça, c'est Halloween et Noël, parce que ça se passe le soir d'Halloween, et celui-là, ça se passe à Noël.
Mais je me suis dit non, en fait, j'aime trop cette histoire, j'ai envie de continuer avec le tome 2, tant pis si c'est pour Noël, c'est pas grave. Mais là, du coup, ça va être les habitants du manoir hanté qui vont faire appel à leur famille pour faire le réveillon de Noël. Bien sûr, il va y avoir des petites disputes entre chacune des espèces qui ne s'apprécient pas forcément. Avec un petit clin d'œil sur l'importance de l'apparence. Parce que nous avons un très cher zombie qui va faire tout pour être belle, etc. Ce qui va mener à peut-être des catastrophes. Et donc du coup, voilà, ça va vraiment être le message véhiculé là-dedans, l'importance de l'apparence pour des personnes, alors que pour d'autres, c'est pas super important, c'est pas obligatoire pour être aimé. Donc voilà, c'est très très bien, comme message véhiculé, avec toujours de l'humour, enfin voilà, c'était vraiment très très drôle. Ça aussi, j'espère qu'il y aura d'autres tomes. Parce que c'est vraiment super agréable, hein. Moi j'aime bien être avec ces monstres dans ce manoir hanté. Et puis pour les mélomanes qui aiment beaucoup, vous avez la playlist de Cassandra en fin de roman. Voilà, c'est vraiment très sympa. Il n'y a pas d'illustration, mais parfois on a des espèces de petits entr'actes. Vous voyez, avec ici on a droit à un conte de Noël qui est raconté par l'un des personnages. Et parfois on a aussi des manuels pour ménagères du monde invisible. Donc là, c'était pour enlever des algues. Et puis aussi, on a des petits moments comme ça, très sympas. Donc là, c'était le traité de paix entre les sylphes et les sylphes et les gorgones. Et puis dans l'autre, on a des recettes. Voilà. Bon, je sais pas si ça à refaire ou pas, mais voilà, c'est vraiment très très sympa, très ludique, vraiment très très contente d'avoir découvert ces petits romans. Donc, écoutez, voilà, on est bon, donc ça me fait, on va voir comment, ça fait 2 livres pour ce mois d'octobre pour le pumpkin. Donc, ah oui, j'ai lu aussi début octobre Léo la vampire. Pourquoi je l'ai pas marqué? Bon, alors je l'ai marqué, mais je l'ai pas surligné. Mais bon, en soi, c'est dommage à dire, mais il m'a pas vraiment marqué, donc je saurais pas trop quoi vous en dire. Où est-ce qu'il est? J'ai dû le mettre. Si, oui, je l'avais mis dans Automne crépusculaire, dans le règne des phalènes pour le mot-clé animal nocturne. Léo la vampire, bon voilà, je saurais même plus vous dire vraiment. Léo la vampire, je crois que c'était l'histoire d'une petite vampire qui avait beaucoup de pression sur ses épaules parce que sa mère était quasiment la reine des vampires. Et en fait, ils avaient pour tradition de faire un espèce de baptême à partir de 115 ans de vie, je crois. Elle a 11 ans et elle doit chasser un humain pendant cette nuit pour marquer son début de vie de vampire adulte. Chose qu'elle va ne pas faire, et du coup, voilà, on va voir pourquoi elle ne veut pas le faire, qu'est-ce que ça va engendrer, parce que en ne le faisant pas, eh ben, elle va créer des petits problèmes de fantômes. Et du coup, ça va pas du tout bien se passer. Mais du coup, voilà, c'était une histoire sympa, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Mais c'était sympa dans l'ensemble. Donc, à la base, j'étais partie pour dire combien de livres j'avais lu pour le mois d'octobre de Pumpkin, Loane. Donc, on est à 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, oui. Alors, il y en a un que j'ai lu au mois d'octobre, mais je vais le présenter plutôt au mois de novembre, parce qu'il était prévu pour novembre. Mais bon, vu qu'il est lu en avance, je pense que je peux me permettre de le mettre plutôt pour le mois de novembre. Voilà, écoutez, il y en a aussi d'autres qui sont prévus pour le mois de novembre, mais du coup, nous verrons plutôt ça au mois de novembre. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces petits updates de challenge vous plaît aussi. En tout cas, ça évitera que je fasse une vidéo bilan qui dure des éternités, parce que 18 plus 14 ou je sais plus combien le mois dernier, plus je sais pas combien au mois de novembre, ça risque de faire très très vite une vidéo à 60 livres, ce que j'aimerais éviter.
Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour peut-être le prochain Date Lecture ou pour d'autres vidéos. Plein de gros bisous, à très vite.